Ça fait plusieurs mois que vous êtes nombreux à me contacter pour me demander si ouvrir une société à l'île Maurice, c'est une bonne idée. En effet, il y a certaines personnes sur YouTube qui vous vendent des montages offshore miracles qui vous permettraient de faire des économies d'impôts. Ils vous disent que c'est complètement légal, que l'administration a validé ça et qu'il n'y a aucun problème. J'ai donc décidé pour cette vidéo de vous répondre directement sur YouTube en vous racontant l'histoire d'un entrepreneur en plein scaling qui a décidé d'ouvrir une société offshore à l'île Maurice et qui a vu sa croissance se faire stopper net par l'administration fiscale. Et vous allez le voir, il en faut peu pour que l'administration vienne vous tacler. J'avais déjà fait un format type fiche d'arrêt similaire pour l'affaire Caroline Receveur. Je vous invite donc à aller la regarder, elle est très intéressante. Mais ici, on va parler plus particulièrement de l'île Maurice. Salut à tous, je suis Émile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser, sécuriser légalement votre business, mais aussi des histoires très instructives comme aujourd'hui. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut dans certains cas vous éviter de gros problèmes. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description. Contact, coaching et formation, et notamment la formation Expat Entrepreneur qui traite en détail de la fiscalité internationale. Vous pouvez aussi rejoindre le canal Telegram et mon compte Instagram pour du contenu et des actus exclusives. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ici, nous allons analyser une décision de la Cour administrative d'appel du 25 février 2016. Et donc, commençons par rappeler les faits. Dans la décision, on nous parle d'un certain Monsieur E. Alors ici, pour les besoins de la vidéo, on va l'appeler Étienne. Et Étienne est un entrepreneur dynamique voyageant entre la France et l'île Maurice. Il connaît bien cette région et il a notamment de bonnes connaissances sur l'océan Indien et plus particulièrement des opportunités immobilières qui s'y développent. En effet, il a remarqué que ces dernières années, l'intérêt pour ces régions était de plus en plus important. Il a donc commencé à discuter des possibilités business là-bas avec des potentiels partenaires, des amis, et il s'est vite rendu compte qu'il y avait une certaine demande pour construire des complexes touristiques comme des hôtels ou des résidences de vacances par exemple. Alors Étienne à la base n'est pas du tout dans le bâtiment, donc il ne sait pas trop comment gérer les projets de construction, mais il se dit pourquoi ne pas devenir tout simplement intermédiaire et ainsi toucher une commission à chaque vente. Une sorte d'agent immobilier plus plus. Du coup, c'est décidé, tel un bon entrepreneur, il saisit cette opportunité et décide de créer une société pour s'attaquer à ce business prometteur. Durant cette période, Étienne est résident fiscal français, mais il se dit qu'étant donné que les deals se déroulent principalement dans l'océan Indien, une société à l'île Maurice serait idéale. Et surtout, le plus important, l'imposition à l'île Maurice est très avantageuse, contrairement à la France. Donc pour lui, c'est tout à fait logique de faire ce choix-là. Il décide donc le 11 septembre 2006 de créer une société mauricienne, Mascareign Consulting Ltd. Et c'est le début d'une grande aventure entrepreneuriale. En effet, son activité n'arrête pas, il est sur plusieurs projets en même temps. Il cherche des terrains qui seraient idéaux pour construire des biens immobiliers, trouve des emplacements parfaits pour de futurs projets hôteliers ou alors pour des complexes résidentiels. Il négocie les détails des projets, planifie les constructions, conclut des deals, met en relation les acheteurs et les vendeurs, trouve les architectes pour les constructions. Bref, ça n'arrête pas. Et tout ça, il le fait en voyageant entre la France et l'océan Indien, mais heureusement pour lui, étant donné que le principal de son boulot consiste surtout en du conseil et de la mise en relation, il n'est pas obligé d'être tout le temps sur le terrain, donc il peut gérer une grande partie de son business depuis son domicile en France et ainsi empocher du bénéfice directement sur sa société mauricienne. De plus, il a des équipes et partenaires sur place, ce qui lui permet de bien gérer le tout facilement. Il signe donc des contrats, fait des virements, met en place les stratégies de développement, bref, il dirige toute la société quoi. Et bien sûr, il a bien pensé à ouvrir 2 comptes bancaires à l'île Maurice, ce qui lui permet de tout encaisser sans problème et loin du regard de la France. Donc pour lui, le schéma est parfait. Il fait du business dans l'océan Indien avec une société à l'île Maurice, avec des équipes sur place, il encaisse tout avec une société à Maurice et il est tranquille à son domicile en France. Mais tout va se compliquer le jour où l'administration va commencer à s'intéresser à son cas et notamment à ses déclarations d'impôts. Passons donc à la partie procédure et administration. C'est donc entre 2009 et 2010 qu'un employé de l'administration tombe sur le dossier fiscal d'Étienne. En analysant les déclarations et d'autres informations
qu'il a reçu sur lui, ce fonctionnaire se rend compte au bout d'un moment qu'il y a une sorte d'incohérence sur les déclarations fiscales des années précédentes, à savoir entre 2007 et 2008. Pour rappel d'ailleurs, Étienne avait ouvert sa société en 2006. Et donc naturellement, comme le veut la procédure classique, le fonctionnaire du fisc envoie gentiment une lettre à Étienne pour lui demander des clarifications sur ses revenus et notamment ses déclarations d'impôts. Mais entre-temps, l'administration a déjà reçu des informations bancaires sur Étienne, déjà contacté l'administration fiscale de l'île Maurice pour avoir des informations sur Étienne et sur sa société. Et au regard de ce qu'il a constaté, ce fonctionnaire a en réalité déjà un gros doute sur le fait qu'Étienne a essayé tout simplement d'esquiver l'impôt. Donc disons que la lettre de demande d'information, c'est surtout pour la forme, quoi. Alors après avoir reçu une réponse d'Étienne et récolté assez d'informations sur sa situation, le fonctionnaire a déjà fait ses conclusions. Pour lui, c'est clair, il considère que le montage d'Étienne ne tient pas. Par conséquent, pas de prise de tête, l'administration demande un redressement. Il demande à Étienne de payer tous les impôts sur les sociétés français, sur les bénéfices de la société mauricienne, ainsi que d'autres taxes associées. C'est-à-dire que toute l'activité de la société mauricienne doit être taxée en France, et non pas à l'île Maurice. Par conséquent, l'administration dit « Ok, nous, on est au courant que vous avez reçu la première année 219 685 € en 2007, et en 2008, 83 023 €. Donc maintenant, il faut payer l'impôt français dessus. Donc pour faire simple, l'administration demande en gros de lâcher environ 100 K d'impôts, sans même parler des pénalités qui peuvent monter jusqu'à 80% de la somme redressée. Et là, bien sûr, Étienne, outré, scandalisé par ce qui lui arrive et par cette requête de l'administration, eh bien, il ne compte pas se laisser faire. Il va donc attaquer la décision de l'administration en justice. Ready, fight! Alors avant de passer à la suite, si la vidéo vous plaît, likez et abonnez-vous. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne et qui clairement peut vous aider dans vos projets. Merci. Passons donc maintenant à ce qu'on appelle en droit les prétentions des parties, ou autrement dit, les arguments de chaque partie au procès. On commence donc le procès avec Étienne, qui est le demandeur, tout simplement car c'est lui qui se plaint de la décision de l'administration. C'est ce qu'on appelle un demandeur. Pour commencer, Étienne dit tout d'abord qu'il ne doit pas payer d'impôts. Pourquoi? Parce qu'il a déjà payé des impôts à l'île Maurice et que pour lui, selon la convention de non-double imposition entre la France et l'île Maurice, il ne doit pas payer 2 fois des impôts car cette convention justement vise à éviter les doubles impositions. Donc il demande que cette taxation française soit tout simplement annulée par le juge. Ensuite, il enchaîne en disant que quand bien même il fallait payer un impôt en France, la somme demandée par l'administration est complètement surévaluée, donc excessive. Sur les revenus que l'administration estime qui lui ont été distribués, la somme est largement inférieure. D'une part, en 2007, la société déjà était déficitaire, donc en gros, elle avait perdu de l'argent et donc il n'y avait aucun impôt à prélever. Pas de bénéfice, pas d'impôt. Et dans un second temps, il nous dit qu'en 2008, ok, il y avait du bénéfice, mais le bénéfice ne s'élevait pas à 83 000 €, mais seulement à 3 414 €. Donc une très grande différence. Donc Étienne nous dit, ok, oui, il y a eu du bénéfice, j'ai fait de l'argent avec la société à l'île Maurice, mais on est très loin des 300 K que vous avez relevé dans vos calculs. Donc selon Étienne, en gros, la somme taxable, elle n'est pas de 300 K, mais seulement de 3 414 €. C'est tout. Voilà pour Étienne. Maintenant, que nous dit l'administration? Et là, je vous invite à être très attentif, car voilà comment l'administration pourrait réagir si vous êtes tenté par des montages offshore en carton. L'administration nous dit que tous les arguments d'Étienne sont infondés, donc en d'autres termes, c'est du bullshit. Pourquoi? Argument 1, selon l'article 209 du Code général des impôts et l'article 5 de la Convention franco-mauricienne, même si Étienne avait une société à Maurice et même s'il avait des équipes là-bas, en réalité l'établissement stable était en France car tout était géré depuis la France. Pour rappel, un établissement stable, c'est un lieu depuis lequel une société est géré en réalité, c'est-à-dire dans les faits. Par exemple, si vous travaillez en ligne, l'établissement stable, c'est vous, derrière votre ordi, là où vous habitez. Et ici, l'administration a dit qu'il y avait un établissement stable, car il y avait ce qu'on appelle un centre de direction, une installation fixe d'affaires. Donc juste le fait que Étienne gère les factures, gère les intermédiaires, signe les contrats, décide des stratégies de la société, eh bien ça suffit à dire que l'établissement stable de la société mauricienne était chez lui en France. Et donc, si l'établissement stable est en France, ça veut dire que l'impôt sur les sociétés doit se faire en France. Ensuite, argument 2, concernant les sommes redressées et les fameux 3K qu'Étienne essaye de faire passer, eh bien l'administration défend que le calcul qu'elle a fait est légitime dans la mesure où elle s'est basée en fait sur des contrats qu'Étienne avait passés avec d'autres sociétés pour évaluer les chiffres d'affaires de la société mauricienne et donc le bénéfice pour l'imposition. Donc en gros, l'administration a fait son estimation et pour elle, c'est OK. Pour conclure, l'administration fiscale française
a estimé qu'il y avait une activité occulte de la société mauricienne en France, c'est-à-dire que en gros elle était cachée et que cette activité du coup se faisait via un établissement stable et donc non seulement l'impôt sur les sociétés est dû en France, mais qu'en plus il faudra appliquer une pénalité de 80%. Donc redressement sur 300 cas plus punition à hauteur de 80% de la somme redressée. Et donc là, les deux parties se sont exprimées, ont mis en avant leur argument. Selon vous, qui gagne et quel est le verdict? Suspense. Et donc voici le verdict. Dans l'ensemble, le juge a rejeté la demande d'Étienne car en effet, il y avait bien un établissement stable en France, donc il fallait bien payer des impôts sur les sociétés en France. Ça, c'est clair. Pour le juge, tout est principalement géré en France. Il y avait donc bien un centre de direction en France. Étienne prenait les décisions, décidait des stratégies et il était résident en France, donc il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, là où Étienne s'en sort un petit peu mieux, c'est que initialement, l'administration avait estimé que Étienne avait reçu 219 685 € en 2007 et 83 023 € en 2008. Et bien, cependant, après révision par le juge, ces montants ont été réajustés à la baisse, heureusement pour Étienne. Et donc, les sommes retenues par le juge pour le calcul de l'impôt sont 56 000 en 2007 et 14 000 en 2008. Donc, redressement, oui, mais heureusement, pas sur des sommes extravagantes comme l'avait estimé l'administration. Qu'est-ce que cette affaire nous apprend donc? Eh bien, quand vous souhaitez ouvrir une société offshore, méfiez-vous de l'établissement stable si vous restez en France. Nombreuses sont les personnes qui essayent de vous vendre des sociétés offshore, particulièrement à l'étranger, surtout ces dernières années. Faites attention parce que souvent, ils peuvent être très convaincants. Ils vous disent que tout est safe parce que vous aurez des employés là-bas, un directeur là-bas, etc., etc. Mais ça ne change rien. Si c'est vous qui prenez les décisions, eh bien, vous constituerez un établissement stable en France et donc vous devrez payer des impôts en France. Donc ouvrir une société offshore n'aura aucun intérêt dans ce cas-là. Ensuite, vous l'avez vu, l'administration a été assez violente sur son calcul. Dans cette affaire, elle a estimé que le redressement devait se faire sur environ 300 cas et elle n'a même pas cherché à se prendre la tête pour voir si elle n'était pas en train d'un peu de surévaluer. Il a fallu que l'affaire passe devant un juge pour que la somme soit revue à la baisse. Et enfin, dernier conseil, si vous avez besoin de mettre en place une structure en France ou à l'international, adressez-vous à des professionnels dont c'est le métier, à savoir des juristes et pas n'importe quel entrepreneur qui vient vous promettre des conneries. Je propose personnellement une formation justement dédiée aux entrepreneurs qui souhaitent se structurer à l'international. Vous trouverez le lien en description avec toutes les explications et les tutos pour ouvrir des sociétés offshore en toute sécurité. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Si le concept vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!